Dans quelle mesure la France des lointains, autrement dit l'outre-mer, partage ces évolutions? Alors, je dois plaider coupable, avec mon co-auteur parce que nous n'avons quasiment pas traité, hélas, des outre-mer qui sont des territoires et des univers que nous connaissons, assez mal et donc on ne voulait pas s'aventurer, sur des théâtres qui n'étaient pas les nôtres. Heu, j'en profite pour, il y a sans doute des professeurs d'histoire-géographie, ici. Vous savez qu'il y avait un livre qui a fait date à la fin du 19e, qui s'appelait le Tour de France, de 2 enfants. Nous, dans notre tête, on s'était dit, on ne demande pas à ce que l'éducation nationale en achète des millions, hein, mais on s'était dit, voilà, nous, ce sera un peu le Tour de France de 2 quadras. On est des gens qui sommes nés dans les années 70 et donc en fait, c'est aussi l'histoire d'une génération, hem, qui raconte comment cette France sous ses yeux, a changé. Donc je vous dis ça parce que, nous avons eu l'occasion de sillonner pas mal, l'Hexagone, un peu moins les outre-mer et donc c'est pour ça que, peut-être à regret, nous n'avons pas, traité de ces territoires. Autre question, l'appel de la campagne qui émerge avec le télétravail peut-il rendre désirables des territoires qui ont subi la désindustrialisation et dont les prix ont davantage baissé? Alors, c'est une très bonne question, vous savez qu'on parle beaucoup d'un exode urbain, donc il a été manifeste lors du premier confinement, hein, ça s'est vu, ça s'est mesuré très objectivement. Il reste quand même aujourd'hui à mesurer, une fois que la poussière est un peu retombée, de voir l'ampleur de ce phénomène. Alors une fois qu'on a dit ça, il ne s'agit pas de nier son existence. Je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui veulent quitter les grandes villes, mais premièrement, il faut savoir combien de gens le feront, donc quelle sera la manne de population, qu'on pourra se distribuer dans ces territoires qui ne sont pas les territoires métropolitains. Et puis, deuxième observation, euh, tous les territoires ne bénéficient pas de la même attractivité. Donc c'est un autre point que nous traitons dans le livre, où on oppose ce qu'on a appelé la France triple A, donc la France instagrammable, désirable, celle où on veut partir en vacances, encore mieux, celle où on aimerait habiter et travailler, et puis une France en bon français backstage, une France de l'ombre, des coulisses, qui est beaucoup moins désirée, qui est jamais interrogée sur les requêtes Wikipédia des pages des communes concernées. Et entre deux, il y a 30 ou 40 nuances de désirabilité. Et donc cette inégale désirabilité, eh bien, va peser également sur le choix de résidence des personnes qui pratiqueraient cet exode urbain. On voit fleurir une forte concurrence publicitaire entre différentes villes moyennes pour vanter leur qualité de vie respective. Mais hélas, tout le monde ne sera pas logé à la même enseigne et comme l'adage paysan le dit, c'est souvent où c'est déjà mouillé qu'il pleut de nouveau. Et donc, c'est sans doute les territoires qui étaient déjà préalablement déjà un peu désirables, qui étaient touristiques ou qui sont à une distance raisonnable des grandes métropoles, bien desservis par le TGV, également la fibre, mais qui se développe, ou le réseau, qui en bénéficient. Et donc, si on devait le dire de manière un petit peu abrupte, euh, on pense que des villes comme Saint-Malo ou La Rochelle ou peut-être Tours bénéficieront davantage de l'exode urbain que des villes comme Châlons en Champagne, Toul ou Verdun. Hein, donc, il y aura possiblement des rééquilibrages de population, mais il faut en mesurer l'ampleur, qui, à mon avis, ne seront pas massifs, et puis tout le monde ne sera pas bénéficiaire. Et du coup, je glisse à une question qui vient d'arriver suite à votre propos et je reviendrai sur celles qui ont été posées entre-temps. Est-ce que vous en concluez à une aggravation de la fracture territoriale? Alors, alors, pas forcément, c'est-à-dire que euh, quand on parle de fracture territoriale, je pense qu'on fait souvent, sans doute, assez souvent référence aux travaux de Christophe Guilluy, qui nous ont beaucoup inspirés, qu'on a lu avec beaucoup d'intérêt, mais qui opposait de manière, de notre point de vue, un peu schématique. Alors, ça avait le mérite au moins de mettre les pieds dans le plat, la France des grandes métropoles à la France qu'il a appelée la France périphérique. Et donc, ce qu'on a essayé de montrer dans le livre, c'est que dans cette France périphérique, encore une fois, sur le littoral qui va de Biarritz à Saint-Malo, j'ai pas le sentiment qu'il soit du mauvais côté de la barrière. Et donc, il y aura pas, il y aura, si on est sur une lecture binaire entre les périphéries
et les grandes villes, il y a sans doute un rééquilibrage. Si on est les différences territoriales entre la France désirable et la France qui l'est moins, il n'y aura sans doute pas de rééquilibrage, il y aura sans doute une aggravation de la situation. Et c'est ce que nous avons appelé dans le livre la lutte des places. Vous savez que aujourd'hui, par exemple, la notion vue sur la mer devient une notion de luxe, puisqu'il y a une compétition très forte pour avoir accès à ces endroits-là. Et je pense que le télétravail, consécutif à la crise du Covid, va renforcer ce phénomène. Alors c'est intéressant parce que dans cette économie de la consommation, cette économie que l'économiste Davzi appelle une économie présentielle aussi, qui rien qu'avec la présence importante d'une population génère de l'activité économique, il fallait attirer des populations. Mais historiquement, on avait deux ou trois types simplement de populations qui étaient assez mobiles. On avait les retraités aisés, puisque quand vous passiez la retraite à Vierzon, à La Rochelle, la même pension était versée. Donc, ceux qui avaient une pension assez importante pouvaient choisir plutôt d'aller au soleil ou à la mer. Vous aviez les professions libérales. On voit comment, de manière répétée, toutes les cartes se ressemblent depuis 30 ans sur la géographie d'implantation des médecins en France. Le médecin aime le soleil et le bord de mer. Je ne vais pas faire de provocation, on pourrait dire les enseignants avec un certain nombre de points aussi peuvent choisir d'aller plutôt dans des affectations, bon, même s'il y a de la concurrence, mais avec le télétravail, on a une autre masse de population qui devient mobile dans son choix résidentiel, ce sont les cadres dont les emplois sont télétravaillables, qui ont un certain niveau de revenu, alors, et qui sont en train de pratiquer, parce que tout ça se fait encore une fois sous nos yeux, soit l'exode définitif, soit beaucoup plus souvent une forme de birésidence, c'est-à-dire qu'on garde un pied-à-terre dans la métropole où pour son travail et ses affaires, il est quand même de bon ton de se montrer un peu de temps en temps. Et puis l'autre partie de la famille, elle, élit domicile dans l'ancienne résidence secondaire ou ce qui aurait pu être une résidence secondaire. Alors, ce n'est pas forcément des millions de gens, parce qu'il va falloir voir dans la durée comment ce modèle économique est viable ou non, mais ces personnes existent et c'est une clientèle, si vous voulez, supplémentaire qui va venir se surajouter dans les endroits les plus désirables, faire monter le prix de l'immobilier et créer des tensions avec les habitants originaires du cru qui souvent ont des difficultés du coup à soutenir la concurrence sur le marché de l'immobilier. Alors, question un peu provocante, est-ce que votre discours ne risque pas de faire penser que c'était mieux avant et du coup de faire peur notamment à nos élèves pour leur avenir? Alors, il ne faut pas faire peur aux élèves et donc il ne faut pas effectivement tomber dans la communion d'un âge d'or révolu où tout était magnifique. Quand j'ai bien conscience, quand on parle d'une économie de la production, les métiers industriels, les métiers étaient durs, il y avait des accidents du travail, etc. etc. Je pense qu'il y a beaucoup de nouvelles perspectives qui s'ouvrent. On a parlé de l'internationalisation ou l'ouverture culturelle très forte, la mobilité accrue. Regardez cette question du télétravail. Je suis dans le secteur privé. Vous avez aujourd'hui beaucoup de gens qui, lors des entretiens d'embauche, vous demandent il y a combien de jours non plus de RTT, mais de télétravail. Et quelque chose qui culturellement était impossible il y a encore quelques années en France. Les télétravailleurs, c'était 2, 3, 4%. Là, d'après les statistiques dont on dispose, quand on dit télétravail 2 à 3 jours par semaine, c'est un quart de la population française. Alors, pour les plus fortunés, ils vont pouvoir décider d'aller s'installer très loin. Pour d'autres, typiquement en région parisienne, ça peut être aussi un progrès en disant 2 à 3 jours par semaine en moins à subir les transports en commun qui peuvent être bondés, etc., reprendre peut-être un peu d'autonomie dans le cours de ma vie. Donc, toutes ces évolutions ne sont pas forcément négatives, bien évidemment. Néanmoins, ce qu'on a essayé de montrer, c'est qu'en une trentaine ou une quarantaine d'années, les paysages, c'est le cas de le dire, avaient considérablement évolué. 3 petites questions, je dirais, en termes de contenu. Le modèle d'organisation logistique peut-il supporter une forte hausse des prix du pétrole?
Alors, bonne question. Alors, il y a à la fois la hausse des prix du pétrole et peut-être aussi les mouvements sociaux et la pression sociétale sur le statut, notamment de ceux qui sont chargés de la livraison du dernier kilomètre, qui souvent sont auto-entrepreneurs ou autres. Et donc, c'est un des freins ou une des fragilités du maillon. Mais quand vous regardez, les statistiques du chiffre d'affaires du e-commerce, hein, le secteur s'appelle la FEVAD en France, bon, les courbes sont orientées à la hausse. Amazon continue inexorablement son déploiement en France. Et je parle à tous les nombreux jeunes qui sont derrière leur écran. Regardez aussi comment est entrée dans les mœurs toute la problématique de la livraison à domicile. Alors celle-là, pour l'alimentation, pour les repas, alors beaucoup se font en vélo, donc là, il n'y aura pas de problème d'essence. Mais on voit qu'on n'aura pas de retour arrière. C'est-à-dire que pour moi, il y a une espèce de basculement socio-culturel qui se fait là-dessus. Donc, beaucoup de jeunes générations trouvent ça très bien de se faire livrer par quelqu'un qui a le même âge qu'eux, qui est payé au lance-pierre. Et donc, on ne reviendra pas là-dessus. J'ai échangé récemment sur ce sujet avec le maire de Châteauroux. Vous voyez, donc ce n'est pas qu'un phénomène bobo des grandes métropoles. À Châteauroux, il y a 94 livreurs Uber Eats. Et donc, alors beaucoup en vélo, hein. Donc, on ne reviendra pas là-dessus. Il y aura sans doute des moments de tension avec le prix de l'essence, c'est vrai, mais je pense que c'est une tendance de Le fond. vieillissement de la population vous paraît-il jouer un rôle moteur ou au contraire secondaire dans la grande transformation que vous présentez? Alors, merci pour votre question, parce que c'est un sujet que j'ai pas eu le temps d'aborder tout à l'heure. J'ai juste dit un mot de la silver economy. Il y a bien évidemment dans cette économie résidentielle et les transformations de l'économie, un facteur, parce qu'on devrait commencer toujours par ça, c'est la démographie qui prime sur le vieillissement de la population française, induit énormément de mutations. Et donc, on a vu se développer, là aussi, on a essayé de relater un petit peu ça, toute cette économie du troisième puis du quatrième âge, avec la structuration de grands groupes de maisons de retraite, notamment les fameux EHPAD. Il y a un livre qui vient de sortir sur les conditions de travail dans les EHPAD. Et donc tout ça joue, bien sûr, beaucoup sur cette économie. Et troisième petite question avant de revenir à des questions de plus d'ampleur. Paris-Saclay est un chantier titanesque que vous abordez dans votre livre. Est-ce qu'il vous semble pouvoir concurrencer la Silicon Valley et avoir des retombées positives sur l'ensemble du territoire national? Voilà, je l'espère beaucoup. Après, je ne suis pas forcément qualifié. Néanmoins, quand on regarde un peu les chiffres, je ne sais plus, je crois que c'est 40 000 étudiants, plusieurs dizaines de milliers de chercheurs. Donc, si on arrive, nous sommes en France, à faire travailler ensemble les tribus gauloises et qu'il y a des bonnes synergies et autres, il y a potentiellement sans doute des retombées positives à attendre de cela. Alors, vous savez, le président Macron, dans une grande interview qu'il avait donnée au magazine Zadig, avait dit la Seine-Saint-Denis, c'est la Californie sans la mer. Bon, donc est-ce qu'on pourrait reprendre la formule sur Saclay, c'est-à-dire qu'il y a à la fois le génie créatif américain, mais il y a quand même aussi un environnement géographique qui est tout à fait agréable. Et donc, sans faire insulte à Saclay, il n'y a pas la même qualité de vie là-bas. Néanmoins, cette concentration de matière grise, on peut l'espérer, produira des effets. Alors, question donc plus large peut-être. Quelle synthèse pourriez-vous faire des trois axes que vous avez abordés, d'une part, et d'autre part, parce que c'est lié un peu à cela, est-ce que vous voyez dans cette évolution une explication aux évolutions électorales aussi, aux recompositions territoriales et électorales qui peuvent se Oui, faire? alors je vais commencer par, parce que j'ai quitté l'école il y a longtemps, donc la synthèse. Donc je vais commencer par la fin. Alors on évoque cela, les conséquences électorales de tout cela, on l'évoque juste en conclusion de notre livre, puisqu'on savait qu'on allait rentrer en période électorale. Donc on a été très prudent, on ne voulait pas s'avancer. Vous savez, vous connaissez la formule, l'avantage de l'historien, c'est qu'il sait qui a gagné la bataille. Donc nous, voilà, c'est bien. Et plus sérieusement, moi j'en avais aussi parlé beaucoup dans mon livre L'archipel français, parce que c'est
plutôt ma matière de prédilection, puis là-dessus où je travaille le plus professionnellement. Et en fait, on est arrivé à la conclusion que tout ce à quoi on assiste depuis 2017, alors même on pourrait faire remonter les prémices à plus loin, le référendum de 2005, le référendum de 92 sur Maastricht, tout ça n'est qu'en fait, ce grand Big Bang électoral, quand même, avec l'effondrement spectaculaire du Parti socialiste, l'affaiblissement de la droite, le surgissement d'un candidat qui était inconnu des Français 3 ans avant, la qualification au deuxième tour de la présidentielle pour la deuxième fois du Rassemblement national. Tout ça, en fait, nous, notre thèse, c'est que c'est une mise en conformité tardive du paysage électoral avec la réalité sociale, économique, culturelle profonde du pays. Dit autrement, c'est la thèse que je défends dans l'archipel, mais que j'avais beaucoup dialogué là-dessus avec Hervé Lebras et Emmanuel Todd notamment, en disant en fait, depuis la Révolution française, on avait vécu sur un espèce de duopole entre d'un côté une France catholique et plutôt conservatrice, et de l'autre une France déchristianisée, laïque et républicaine et de gauche. Alors, pour mobiliser des références qui ne sont pas du tout académiques, en gros, c'était Don Camillo et Pépone. Et donc, on a vécu là-dessus, en gros, de la Révolution française. Hein, il y a Todd et Lebras ont exhumé des cartes tout à fait intéressantes qui avaient été faites, blessure d'orgueil national, par un historien américain, M. Tackett, qui avait fait la carte des prêtres qui avaient juré fidélité à la Constitution, donc à la République, à la Révolution. Et puis, il montrait que ces cartes, en fait, jusqu'aux début des années 80, elles étaient valides pour voir la France de gauche et la France de droite, et qu'on était resté là-dessus. Et en fait, avec toutes ces mutations qu'on a essayé de décrire précédemment, eh bien, en fait, on se dit, il était illusoire de penser qu'on allait continuer de fonctionner avec le balancier gauche-droite traditionnel, parce que c'est ce clivage qui n'est pas mort, hein, qui est encore une véritable réalité, mais il n'est plus suffisant pour rendre compte de toutes les évolutions que la France a connues au cours de ces dernières décennies. Alors, sur la synthèse de tout ça, ce serait très compliqué. On a beaucoup réfléchi, mais on ne s'est pas lancé là-dedans parce que c'est à la fois tarte à la crème, et puis si on veut le faire sérieusement, ensuite, ce serait titanesque et au-delà de nos forces. Mais quand on réfléchit, on dit s'il y avait un principe actif qui présiderait à beaucoup des évolutions qu'on décrit, c'est quand même le phénomène de la montée l'autonomisation de l'individu. On peut appeler l'individuation si on veut faire savant, l'individualisme sinon, et comment il s'est progressivement autonomisé de toutes les structures d'appartenance traditionnelles, donc partisanes, religieuses, philosophiques, les syndicats, et comment ce phénomène est accompagné aussi par le marché. Vous savez, le slogan de McDo, c'est « Venez comme vous êtes », hein, on prend tout le monde, voilà, la livraison à domicile. Et donc, comment eh bien, tout ça a fait sauter ou a perforé toutes les vieilles appartenances, toutes les vieilles logiques. Et donc, on est dans une société qui est aujourd'hui très fortement marquée par cela. Ainsi, il fallait résumer, voilà, Je ne vous poserai pas, parce qu'en fait, quelque part, vous y répondez, mais une des questions qui est, lors de la prochaine refonte des programmes d'histoire-géographie en collège, quels seraient pour vous les points essentiels à mettre en avant dans les nouveaux programmes de géographie? Mais Alors, je pense que je vais laisser l'inspectrice répondre. mais je dirais que le résumé de votre ouvrage pourrait constituer justement la base. Mais sachez aussi qu'une des suggestions qui a été un de vos prochains sujets pourrait être les inégalités au niveau de l'éducation à différentes échelles. Oui, alors, bien, bien sûr. Alors, je ne vais pas remuer le couteau dans la plaie. Il y a quand même tous ces chiffres du classement PISA là, qui sont quand même assez alarmants depuis un certain nombre d'années. On a aussi, donc j'en parle dans l'archipel français, tout phénomène de contournement de cartes scolaires, etc., qui prennent une ampleur très forte. Et donc, vous êtes tous et toutes bien mieux outillés que moi et placés que moi pour constater tout ça. Alors, juste peut-être un point sur lequel, là, pour le coup, on revient dans La France sous nos yeux, sur ces nouvelles inégalités supplémentaires, si je puis dire. On n'arrête pas le progrès en matière éducative,
qui va être un enjeu très important dans les années qui viennent, c'est la maîtrise des langues étrangères, au premier rang desquelles l'anglais. Et donc là, je pense qu'on a une vraie fracture qui est en train de s'opérer post-bac. Alors ça commence déjà avant, mais notamment post-bac, avec toute une série de filières sélectives où nous avons une année de césure à l'étranger. Et c'est un peu plus que l'auberge espagnole. Et toute une autre partie des cursus où on continue, on enseigne les langues étrangères parce que tout ça est important, mais on n'a pas du tout le même niveau de familiarité à la langue anglaise. Et je me permets de vous renvoyer, alors beaucoup d'entre vous ont entendu parler ou l'ont lu, vers l'essai du Britannique David Goodhart, hein, qui a écrit un livre en France qui s'appelle Les deux clans, qui est écrit après le Brexit, et qui essaie de comprendre, lui est travailliste, il était pour le maintien dans l'Union européenne, il essaie de comprendre pourquoi son camp a perdu, et donc il se livre à une brillante analyse de la société britannique, et dit en fait elle est coupée en trois, il y a un grand ventre mou au milieu, à peu près 50%, et puis on a 35% de personnes qu'il appelle les somewhere, c'est une population très enracinée, souvent assez peu diplômée, très attachée au cadre national ou local, et puis à peu près 20-25% qu'il appelle les anywhere. En français, on dirait les élites un peu mondialisées. Alors, c'est des élites assez larges, hein, c'est 20%. Et donc, bien évidemment, ce logiciel-là, il s'applique à tous les pays occidentaux, mais comme souvent, voilà, les concepts viennent de l'anglosphère. Et les somewhere et les anywhere de Goodhart, ils ont un point commun, c'est qu'ils sont tous English native. Nous, les nôtres, ils ne le sont pas. Et No Anywhere sont en train, à marche forcée, d'inculquer la langue anglaise à leurs enfants, avec les cours du soir, avec les cursus sélectifs, etc. Benjamin Griveaux, quand il était encore candidat à la mairie de Paris, avait fait de la maîtrise de la langue anglaise en sortie de collège un des objectifs premiers de son programme. Et donc moi, à ma connaissance, c'est la première fois qu'on a ce type de proposition dans un programme électoral, a fortiori pour une élection municipale. Mais je pense qu'il savait où il était et que son électorat, cadre, diplômé de Paris, était très attentif et très en pointe sur ces questions-là. Donc, vous connaissez par cœur toutes ces questions d'inégalité dans l'accès et même la réussite scolaire, mais je pense qu'il y a encore une étape de plus qui vient d'être ajoutée dans cette maîtrise de l'anglais. J'avais un professeur de sociologie qui disait, donc c'était il y a longtemps déjà, il disait historiquement on a sélectionné sur les maths, bon, c'était au moins socialement à peu près équitable. Le jour où on va sélectionner, c'était il y a 30 ans, le jour où on va sélectionner sur les langues étrangères, ça va être une autre chanson, parce que là, on voit bien que le fait de pouvoir payer des cours, d'envoyer les enfants à l'étranger, est un avantage comparatif très, très important. Alors, vous me direz peut-être que les inégalités, et vous aurez raison, elles se construisent dès les premiers cycles, etc. Mais je voulais juste pointer l'attention sur cette nouvelle bataille, ce nouveau champ de compétition. Merci beaucoup. Je pense que malheureusement, parce qu'il y a de très intéressantes questions qui sont arrivées dans l'intervalle, mais le temps imparti est écoulé. Donc vraiment, merci beaucoup pour votre Merci à vous. ouvrage, votre présentation, votre disponibilité. Juste, beaucoup d'entre nous avons été sensibles à votre clin d'œil à Châlons-en-Champagne où se déroulent tous les concours de recrutement des profs d'histoire géo. C'était Saint-Dié pour le festival de géographie. Mais vraiment, merci infiniment. Merci à vous. Merci de votre invitation et bonne continuation à tous.